Votre libre arbitre, votre moi supérieur, est toujours conscient de la vue d'ensemble et du contrat prénatal, et il va déclencher cela comme non, non, continue de marcher. Je voudrais accueillir Caroline Corré à l'émission. Comment ça va, Caroline? Salut Alex, merci de m'avoir invité. C'est génial. Merci beaucoup d'être venue à l'émission. Je suis tellement excité de te parler. On discutait juste avant. Nous sommes tous les deux cinéastes. Nous venons tous les deux de ce milieu et nous sommes tous les deux intéressés par ce côté du monde en ce qui concerne la spiritualité, la conscience et la physique quantique et comment le monde entier et l'univers fonctionnent. Et nous mentionnions à quel point il est rare de trouver un esprit semblable qui parle les mêmes langues dans les deux domaines. Oui, je veux dire, au bout du compte, n'est-ce pas de cela que la vie parle? C'est comme de quoi s'agit-il, cette réalité? Alors, nous faisons des films comme travail, juste comme un exutoire créatif qui, j'aime aller en profondeur et dire quel est le but de tout ça? Où cela mène-t-il? Alors, ça vous emmène vers Le terrier de lapin, sans aucun doute. Donc, ma première question pour toi, Madéry, est: peux-tu raconter au public ce qui t'est arrivé quand tu avais 5 ans? Il y a eu un événement, un petit quelque chose qui s'est passé à ce moment-là dans ta vie qui t'a en quelque sorte mis sur cette voie. Peux-tu en parler un peu? Oui. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais juste là. Je me souviens, c'était le 24 décembre. J'avais 5 ans. Et donc, mes parents s'amusaient juste avec les préparatifs pour les fêtes et tout ça. Et j'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué que les humains, ou les adultes en tout cas, ne savaient pas comment interagir entre eux. Je sentais qu'il n'y avait pas d'amour. C'était juste des discussions, des disputes et des chamailleries. Et c'est exactement à ce moment-là que je pensais, en tant qu'enfant, je ne ressens pas d'amour dans cette pièce. Exactement à ce moment-là, j'ai remarqué cette énorme quantité de lumière, ces êtres qui sont littéralement apparus. Et j'ai réalisé que je pouvais les voir, les entendre, les sentir, et nous échangions une sorte de message télépathique. Et ils m'ont dit que nous étions en quelque sorte de la même lignée et que nous étions connectés, que nous allions rester connectés pour le reste de ma vie humaine. Et ils m'ont montré comment. Ils communiquaient en quelque sorte, comment ils échangeaient de l'énergie. Et bien sûr, j'ai 5 ans, n'est-ce pas? C'était très naturel, c'était spontané et c'était incroyable. Alors, j'ai juste suivi le mouvement. Et ils ont dit, si tu veux maintenir cette communication, tu dois la demander. Et je me demandais, à qui dois-je demander? Et ils ont dit, regarde juste ce que ton cerveau fait en ce moment et demande que cela se reproduise. Alors, j'ai réalisé que je me concentrais sur une pensée, une intention. Je veux que cela se reproduise pour le reste de ma vie. Et en gros, ils m'apprenaient l'intention. C'était tout. Et puis, ils sont juste partis. Et depuis ce moment-là, j'ai réalisé que, attends, au début, je pensais, oh, tous les enfants font ça, rien de spécial là-dedans, rien de spécial chez moi ou quoi que ce soit. Mais c'est plus tard, en grandissant, que j'ai réalisé, non, attends. Tout le monde ne peut pas forcément voir l'énergie subtile parce que je voyais littéralement l'énergie subtile, pas seulement les êtres, mais l'espace entre eux et moi. Je voyais des codes, je voyais toutes sortes de choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me poser la question, attends une minute, comment cela est-il arrivé? Comment fonctionne toute cette mécanique? Et c'est ainsi que je suis entrée dans le domaine de la conscience. Pendant 20 ans, en posant ces questions et en approfondissant, comment puis-je faire cela consciemment à nouveau? Pouvez-vous dire au public, avec vos propres mots, ce que vous faites? Quel est le travail que vous réalisez? J'ai passé 20 ans à vraiment essayer de comprendre la science de la conscience, comment tout cela fonctionne. J'ai développé des méthodologies pour la méditation, la communication,
la guérison. Et finalement, j'ai commencé à travailler avec des scientifiques parce qu'il y avait tellement de validation. Tout ce que j'enseignais, tout ce que nous faisions se produisait réellement, se manifestait. Alors, j'ai commencé à travailler avec des scientifiques pour valider ce travail. Et parce que nous obtenions des résultats incroyables, par exemple, en nous concentrant sur l'eau pour changer le pH, et il changeait. Maintenant, nous parlons de contexte scientifique, n'est-ce pas? La télékinésie ou autre, nous obtenions des résultats mesurables. Et au bout d'un moment, je me suis dit, attendez une minute, nous devons partager cela avec le monde. Et c'est ainsi que j'ai commencé à faire des films. Parce que je sentais que dans le monde du cinéma, comme vous le savez, il y a beaucoup de contenu. Mais ce que je voulais faire, c'était apporter cet angle scientifique pour apporter une validation mesurable. On entend parler de votre esprit affecte votre réalité, affecte votre corps, votre niveau de stress. La méditation est bonne pour vous, nous le savons. Mais je veux montrer comment et pourquoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire ces films. Superhuman Tear in the Sky. Je veux dire, j'ai quelques films sur différents sujets dans le même domaine. Alors, comment définissez-vous la conscience? Parce que c'est toujours chacun a sa propre vision. Mais de votre point de vue, quelle est la définition de la conscience? Oui, donc les scientifiques pensent que la conscience est simplement l'acte d'être conscient. Pour moi, la conscience est plus la substance fondamentale, d'où toute la vie émerge. C'est-à-dire, c'est une énergie. Et de cette énergie, le monde physique va émerger. La vie intelligente, les planètes, l'univers, la vie physique et non physique émergent de cette même substance unique. Et donc, à cause de cela, c'est presque comme s'il y avait un dénominateur commun pour toute l'existence, tous les aspects de l'existence. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous entendez les gens dire que nous sommes connectés, nous sommes littéralement connectés, parce que cette énergie, cette substance, la conscience est dans nos cellules. Si elle est dans ma cellule et dans ta cellule, alors nous avons cette chose en commun. Pour moi, c'est ça la conscience. Parce que nous tournons autour de certains terriers de lapins ici que nous allons explorer dans un instant, parce que vous commencez à poser ce genre de questions. Cela mène inévitablement à certaines zones dans lesquelles vous pouvez plonger profondément. Donc, le premier terrier de lapin profond dans lequel nous allons tomber est la théorie de la simulation que j'ai abordée dans l'émission. J'ai eu Tom Campbell dans l'émission et il est fascinant. Littéralement, son interview a duré 2 heures. Je pourrais parler avec lui éternellement. Il est fascinant. Mais pouvez-vous expliquer aux gens ce qu'est la théorie de la simulation pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? Et ensuite, commençons à creuser un peu. Donc, c'est l'idée que nous vivons à l'intérieur d'une sorte de matrice, un immense ordinateur qui est prédéterminé. Donc, tout ce que nous voyons n'est qu'un reflet. C'est une illusion. Ce n'est même pas réel. Et donc, en général, c'est l'essentiel de ce qu'est la théorie de la simulation. Alors, si vous disiez que nous sommes tous connectés et qu'il y a cette énergie, pourriez-vous remplacer le mot énergie par code ADN, même si l'ADN est un peu différent? Mais un code qui est un langage auquel nous pouvons tous nous connecter et c'est pourquoi. Nous sommes tous faits du même matériau. Et il y a la conscience qui est l'énergie qui rassemble tout, car sans conscience, ce corps est juste une enveloppe de chair, essentiellement, un tas d'atomes qui ne se seraient même pas assemblés sans une forme de conscience et encore moins fonctionner pendant autant d'années que j'ai vécu et, espérons-le, pour encore beaucoup d'autres. Oui. Donc, la conscience n'est pas un code pour moi. Du code émerge de la conscience. Il faut continuer à penser s'il y a une notion de avant et après. La conscience est avant. Tout, c'est l'infini même. De l'infini. Alors, la vie est créée. C'est conscience qu'elle se tient derrière. Oui, dis-moi. Encore, ce sont des questions difficiles. Ce n'est pas facile à discuter. Nous parlons de commencer avec eux.
Donc il y a nous, donc nous voyons, nous agissons, nous interagissons, mais il y a quelque chose derrière nous qui voit plus loin, qui voit une image plus grande que nous, ce qui pourrait être considéré comme l'âme, le soi supérieur, une sorte d'entité spirituelle connectée. Est-ce que c'est une description juste de là où nous allons? Ouais, en quelque sorte. Donc, encore une fois, la conscience, j'utilise le mot substance ou énergie, mais c'est quelque chose. Je veux dire, mais il faut bien l'appeler quelque chose. Et à partir de là, tu vas avoir ton moi supérieur, ton corps physique. Donc, c'est vraiment avant quoi que ce soit, du tout, avant que quoi que ce soit puisse exister. Compris. C'est avant l'existence. Si un avant et un après se confirment, tu pourrais ressentir une légère douleur à la tête. Exactement. On est complètement dans le terrier maintenant. Parce que, bien sûr, l'énergie source, l'énergie divine, il n'y a ni avant ni après que nous ne pouvons comprendre parce que l'univers était là avant et sera là après, où il n'a jamais eu de début ni de fin. Donc, il a toujours été. C'est un concept que les maîtres spirituels à travers les âges ont essayé d'expliquer, et c'est extrêmement difficile pour nous de comprendre dans ce domaine physique. Exactement. Je pense que le mot le plus proche pourrait être l'infini. Comment saisir l'infini? Dès que vous commencez à l'expliquer, vous le rendez fini. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, la conscience est comme l'infini. Ça l'est tout simplement. Et à partir de là, dès que tu commences à décrire, d'accord, voici mon corps et je suis conscient que c'est ça. Tu es déjà au-delà, tu fais déjà partie de un aspect de la conscience. Qu'est-ce que la réalité quantique? Je te l'ai dit, on va aller en profondeur, très en profondeur. D'accord. Donc, encore une fois, revenons peut-être à la théorie de la simulation. Donc, tout existe dans un état quantique et dans un état physique manifesté, pour ainsi dire. La signature quantique des choses. C'est un peu comme l'énergie ou la probabilité de l'existence de quelque chose avant que cela n'existe. Donc, c'est un état d'être qui permet à toutes les probabilités d'exister. Et puis voilà que tu arrives en tant qu'unité de conscience. Tu es un être intelligent et créatif, n'est-ce pas? Et donc tu es une forme, un type, une manière par laquelle la conscience s'exprime. Donc, en tant qu'unité de conscience présente dans ce bassin de probabilités futures, lorsque vous dirigez votre attention vers cette réalité extérieure, le monde des probabilités, et que vous formulez vos souhaits, cela déclenche une réaction énergétique en chaîne. Nous demeurons toujours à un niveau quantique qui finit par se manifester dans votre réalité physique de manière concrète. D'accord, laissez-moi décomposer cela un peu. Souvent, quand j'invite des gens qui parlent le langage scientifique, j'essaie d'introduire le langage spirituel pour un peu le traduire. Donc, d'un point de vue spirituel, du moins d'après mes études spirituelles et les personnes que j'ai reçues dans l'émission, nous planifions nos vies à l'avance. Nous descendons, nous traversons différentes aventures, différents obstacles pour apprendre en chemin, pour grandir et évoluer en tant qu'âme spirituelle. Pendant que nous sommes ici, nous avons le libre arbitre, ce qui est un grand sujet de débat quand les gens parlent comme vous. Ils disent « Attendez une minute, nous avons bien le libre arbitre. Nous avons le libre arbitre. Nous avons toujours le libre arbitre. Mais les chances que je marche le long d'une rue et puis « Oh, je vais aller brûler cet arbre », est-ce que je le ferais? Absolument. Je pourrais y aller, y mettre le feu et le regarder brûler. Les chances, la probabilité que je fasse ça ne va pas arriver. Il est plus probable que je continue à marcher. Je ne vais pas donner un coup de pied au chien qui est assis là. Je vais probablement juste le caresser et continuer mon chemin. Donc, il y a toujours différentes opportunités pour chacun de faire n'importe quoi.
Combien de fois, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. C'est un truc de mec. Vous êtes juste assis là à parler à quelqu'un. Je faisais ça quand j'étais plus jeune et je me disais, bah tu sais, c'est Bibi, si je lui mettais un coup de poing au visage, il ne le verrait jamais venir. Comme quand tu es ado. Je parle à cette personne. Genre, si je lui donnais un coup de poing au visage sans qu'il s'y attende, est-ce que je pourrais le faire? Probabilité, pas vraiment. Mais le potentiel est toujours là. Donc c'est un peu là. Si je comprends bien ce que vous dites, il est plus probable que cela aille dans une certaine direction. Est-ce que cela va parfois dans une autre direction? Bien sûr, parce que nous avons le libre arbitre et il y a des choses que vous pourriez à tout moment changer d'avis. Je pourrais arrêter cette interview maintenant. Vous pourriez courir autour de la pièce et ce sont des choses que nous pourrions faire, mais il y a peu de chances que nous le fassions. Est-ce juste? Tu ne feras jamais ça. Je ne le ferai jamais. J'adore cette discussion. Non, mais c'est vrai. Mais pour moi, je sens que il y a deux choses qui se passent ici. Avant de t'incarner, tu viens avec ce que j'appelle un contrat prénatal, parce que la création a un but. Je veux dire, regarde, chaque cellule de ton corps a un but. Il n'y a rien qui ne fait rien comme une sorte de concept de base, si vous voulez ancrer dans l'existence, la création a un but précis. Donc, vous arrivez, vous dites, d'accord, je vais descendre sur la planète Terre en tant qu'Alex et je vais faire tout ça. C'est une pensée créative et une idée et un plan. Et donc, à cause de cela, vous avez un objectif. Vous avez un contrat. Vous avez dit, je vais descendre et je vais aider les gens à s'éveiller. Je vais être créatif, je vais faire des films ou autre chose, mais c'est aussi une vision plus large. C'est plus comment est-ce que je contribue à l'évolution de ma conscience et à la conscience collective. Parce que dès que j'arrive en tant qu'humain, automatiquement, je contribue et j'influence la conscience collective. Donc, tu arrives avec ce pré-plan, si tu veux, mais bien sûr, quand tu es ici, l'idée pour être dans l'instant est créée à partir d'un lieu d'authenticité. Alors, tu ne te souviens pas toujours de ton contrat prénatal. Tu es dans l'instant et c'est là que tu as encore le libre choix. Donc, tu as dit libre arbitre. Et donc, à un moment de ta carrière, quand tu étais plus jeune, peu importe, tu avais un choix. Est-ce que je prends ces drogues? Est-ce que je me mets à l'alcool? Et peu importe si mes amis le font, que dois-je faire? Tu as toujours le libre arbitre. Donc, quelque part au fond de ton esprit, vous avez le souvenir de votre contrat prénatal qui vous dit, attends, tu es ici pour un éveil spirituel, aider les gens à s'éveiller spirituellement. Donc, si tu prends cette voie, tu ne vas probablement pas accomplir ce que tu avais dit que tu allais accomplir. Alors, quelque chose en toi se sent mal à l'aise de faire ce choix. Donc, même si c'est toujours ton libre arbitre, ton moi supérieur est toujours conscient de la vue d'ensemble et du contrat prénatal et il va déclencher cette réponse comme non, continue d'avancer, ne brûle pas cet arbre, ne prends pas cette drogue, ne prends pas cette voie, peu importe, pour que tu restes sur ce chemin et que tu remplisses ce contrat que tu t'es fixé. Et j'ai eu beaucoup de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente dans l'émission et j'ai parlé à l'une d'elles une fois. Elles ont dit, j'avais perdu mon chemin et j'ai alors été amené à une expérience de mort imminente. Et puis ils m'ont dit, tu ne fais pas ce que tu es censé faire. Alors si tu ne le fais pas, tu vas juste rester et on va devoir tout recommencer. Un peu comme tu es sorti du sentier et puis elle dit, non, si on te renvoie, tu dois faire ça maintenant. Si tu ne fais pas ça, on te sort du jeu, en gros. Exactement. Oui, je travaille avec beaucoup de gens, je peux communiquer avec ceux dans le coma ou Alzheimer. Comme ils ne sont pas ici, ils sont ailleurs. Ils sont à moitié ici, pareil avec la mort imminente. Donc ici, vous avez une opportunité d'arrêter ce que vous faites, de sortir et de réévaluer. Et la plupart du temps, c'est exactement ce que vous avez dit. Et ils ont le choix parce qu'ils se sont tellement égarés. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de karma, comme une punition. Comme, hé, tu as dit que tu allais faire quelque chose et tu ne l'as pas fait. Donc, tu dois être puni. Ce n'est pas ça. C'est à propos de toi.
C'est toi qui as dit, ma conscience veut faire cela pour évoluer au niveau de conscience suivant, sur cette Terre ou sur Mars ou peu importe la vie ou quelle que soit l'expérience que j'aurai à l'avenir. Donc, c'est un peu comme si c'était ce que tu avais dit que tu allais faire. Tu apportes tous les outils, toutes les expériences dont vous avez besoin. Mais si vous ne le faites pas, c'est presque comme si vous aviez tout ce bagage et puis vous devez partir. Vous devez partir parce que vous avez déjà 65 ans ou peu importe. Vous vieillissez et vous manquez de temps. Donc, c'est toutes vos affaires. C'est presque comme si tu avais accumulé, ajouté des devoirs que tu n'as pas pu finir. Et donc, même si tu quittes ce corps, c'est toujours toi. C'est comme attaché à toi. Et malheureusement, je vois ça aussi chez les personnes qui se suicident, ce qui est très triste, parce qu'elles pensent qu'en se suicidant, elles résolvent, comme si elles arrêtaient n'importe quel problème avec lequel elles luttent. Mais devine quoi? Je vois où ils veulent en venir. Et le même problème continue avec la torture mentale, avec tout le reste, parce que c'est la conscience, l'expérience que vous emportez avec vous. C'est pourquoi plus vite vous suivez le programme que vous avez établi pour vous-même, plus vite vous allez réussir. Mais n'est-ce pas aussi plus facile quand vous suivez le chemin que vous êtes censé emprunter? Les portes s'ouvrent, les opportunités se présentent. Vous rencontrez la bonne personne qui vous ouvre la bonne porte pour ceci ou cela. J'ai juste remarqué dans ma propre vie que lorsque je luttais contre le courant, je me heurtais sans cesse à des murs. Donc, quand vous vous heurtez à des murs encore et encore et encore, c'est comme si quelque chose vous disait peut-être devriez-vous aller par ici. Et j'utilise l'émission comme exemple. Je suis venu ici, et quand j'ai commencé à faire cette émission, des portes se sont ouvertes d'une manière qui ne m'était jamais arrivée auparavant. Et je me suis dit, oh d'accord, donc c'est ça, suivre le courant, suivre la rivière. Alors j'utilise l'analogie du jeu vidéo pour cette conversation afin de vraiment simplifier que la conscience est le joueur en dehors du jeu vidéo. Le jeu lui-même est une simulation et le joueur, c'est nous. Nous sommes des avatars essentiellement. Oui, et nous apprenons à jouer au jeu. L'avatar. Donc, on avance et on ne tourne pas à ce coin parce qu'il y a un monstre là. Eh bien, une vie. Et littéralement, ça s'appelle une vie. Ils disent, Da, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Je vais aller voir. Tu entres, tu te fais tuer par le monstre. Mince, recommence, emprunte le même chemin et tu te dis, tu sais quoi? Je ne vais pas entrer dans cette porte parce que je sais où est le monstre parce que j'étais là la dernière fois. Alors, tu commences à évoluer et à t'amuser. Est-ce une analogie précise pour décrire la situation? Totalement. Et puis toi, en tant que joueur, la conscience, tu es aussi guidé par ta conscience supérieure, parce que c'est une autre chose qui s'est produite. Dans cette expérience que j'ai eue à 5 ans, je te racontais. Donc, une réalisation très importante, c'est que c'est comme si j'étais de ce côté du voile en forme physique et qu'ils étaient mon extension, pour ainsi dire, comme m'aligner en forme non physique, en forme spirituelle. Donc, c'est un peu comme cette connexion n'est jamais coupée et cette ligne de communication n'est jamais coupée. Donc, même si j'étais ici en tant qu'enfant, dans ce corps humain, cette information, il continuait à me transmettre des informations de l'autre côté, juste parce que c'est le processus, pas parce que tu es médium ou autre. C'est ainsi que ça marche. Donc, votre moi supérieur vous guide toujours, si cela a du sens. Et cela pourrait aussi être interprété comme de l'intuition. L'intuition vous dit oui, non, vous guide en quelque sorte, votre instinct vous pousse dans certaines directions. Parce que je pense que tout le monde a ressenti l'instinct à un moment ou à un autre de leur vie comme oh, ce n'est pas la bonne personne, je ne devrais vraiment pas sortir avec cette personne ou je ne devrais vraiment pas prendre ce travail. Et vous le ressentez. Mais souvent, l'ego s'interpose et vous empêche d'écouter votre intuition. Mais plus vous êtes proche de votre moi supérieur, plus vous êtes proche de qui vous êtes vraiment. Cette communication semble beaucoup plus facile. C'est pourquoi la méditation est si puissante. Quand vous méditez, vous vous connectez de plus en plus au code, si vous voulez, là où ce langage peut se connecter. C'est pourquoi tant de méditants
peuvent ressentir les choses beaucoup plus facilement que les personnes qui sont bloquées. Je pense qu'ils sont plus proches de l'autre côté que de celui-ci. En d'autres termes, ce côté est très dense. Il existe de nombreuses tentations. Cependant, en prenant le temps de méditer et de te connecter à ta véritable essence, toutes ces distractions s'estompent. Tu réalises alors que la grande télévision ne t'importe pas vraiment. Peut-être n'en as-tu même pas besoin. Les aspects fondamentaux de la vie prennent alors plus d'importance à tes yeux. Est-ce plus clair ainsi? Oui, absolument. Et donc, je pense, c'est très déroutant quand on arrive ici en tant qu'humain. D'abord, nos parents sont dans le même bateau. On pense qu'ils vont nous éduquer et nous parler de l'esprit et de la conscience. Ils ne savent pas et leurs parents ne savaient pas non plus. Donc, on arrive déjà dans cet environnement. Ça ne t'aide pas. Ça n'a vraiment pas de sens. Ça ne t'explique pas pourquoi tu as ces expériences, pourquoi tu te sens comme ça, pourquoi tu vois des amis imaginaires ou autres. Et donc, tu ne sais pas comment gérer tes émotions. Tu ne comprends pas que tes émotions sont ton système de guidage et ainsi de suite. Et donc, déjà, tu es dans un environnement très confus. Et vous observez les gens autour de vous, y compris vos parents, qui souffrent tes luttes. Alors, vous commencez à créer un système de croyance que la vie n'est pas si facile et c'est déroutant et personne ne sait ce qui se passe. Alors, vous grandissez avec. Vous créez un système de croyance qui vous maintient de plus en plus dans cette confusion. Mais pendant tout ce temps, votre moi supérieur, comme nous le disions, continue de vous envoyer des messages. Vous ressentez toujours cette intuition, comme si ce que vous disiez était la vérité, mais vous ne savez pas comment y parvenir. Personne ne vous apprend ces choses, certainement pas à l'école. À l'école, c'est les notes et où vous allez être et comment vous allez blablabla. Je pense que c'est pourquoi, à un moment donné, les deux sont en tel conflit. Ton ressenti intérieur, ton vrai cœur, la vérité, ta vérité et ce qu'on te dit et ce que tu observes à l'extérieur, ils sont en conflit constant jusqu'à ce que tu frappes un mur et puis ton moi supérieur veut te ramener sur le bon chemin. Donc, c'est exactement ce que tu as dit. Et on pense qu'on a une sorte de crise ou autre. Mais en réalité, la seule façon de naviguer à travers toute cette confusion, c'est par la méditation, parce qu'il faut se calmer. C'est comme si tu devais couper toutes ces informations extérieures qui te perturbent pour pouvoir écouter ta vérité intérieure. Et parfois, tu te heurtes à un mur, et parfois c'est le mur qui te heurte. C'est vrai aussi. Parfois, tu es tellement têtu que le mur se dit «Oh, il n'écoute pas» ou «Elle n'écoute pas». On va devoir lui jeter le mur dessus. Et c'est là que tu as un événement dans la vie qui s'arrête. Et il y a eu une sorte de grand reset pour tout le monde pendant la pandémie. La planète entière s'est arrêtée et tout le monde s'est dit «Attends une minute, pourquoi est-ce que je fais ça?» Et c'était fascinant à observer. Qu'est-il advenu de cela? Nous en parlerons un peu plus tard, en ce qui concerne l'évolution de toute l'espèce. Encore une fois, petite question. J'adore ça. Donc, nous parlions un peu de programmation et je suis fasciné par ce sujet. J'ai eu le docteur Bruce Lipton qui parlait de subconscient et de la programmation que nous recevons de nos parents. Ce que l'on pourrait dire, c'est vous demandez cela, vous demandez à ses parents de vous enseigner ces leçons, de vous programmer de cette manière. Donc, ce sont les luttes que vous devez traverser pour évoluer. Alors maintenant, si nous sommes assis ici à écouter cette conversation et que nous nous disons, d'accord, j'ai des croyances limitantes ou je pense avoir des croyances limitantes qui m'empêchent d'avancer, que pouvons-nous faire pour commencer à nous reprogrammer de manière positive pour aller dans la direction que nous voulons? Parce que cette programmation subconsciente des 7 premières années, elle est puissante parce que c'est toujours sur votre épaule et vous ne savez même pas qu'il est là. C'est vraiment puissant. Alors, que pouvons-nous faire? Oui, bien sûr. Alors, que s'est-il passé? Je voulais juste aussi me rappeler, je reviens toujours à cette expérience parce que quand j'avais 5 ans, je disais que je voyais l'énergie subtile. Et qu'est-ce que l'énergie subtile? C'est en fait de l'information. C'est-à-dire que quand je disais que je voyais la structure de l'espace entre toi et moi, je voyais comment c'était fait, la géométrie, tout ça. Mais c'était de l'information. C'est comme si ça me disait, ça me décrivait ce que c'était, comment c'était fait. Et donc,
en commençant à travailler avec les gens et une personne est bloquée dans sa relation et une autre dans ses finances, c'est la santé physique ou autre. J'ai réalisé que quand je les regardais, je pouvais lire l'information et voir où ils étaient bloqués. Et comme tu viens de le dire, tout est dans l'esprit subconscient. Donc, en suivant cette trajectoire, d'accord, comment suis-je arrivé aujourd'hui? À l'âge, je ne sais pas, 34 ans ou peu importe, à croire et à être convaincu que je suis un échec. Comment cela se produit-il? Vous n'êtes pas venu en pensant que vous êtes un échec. Je pense que vous êtes venu en pensant « Wouhou, je suis là. Donnez-moi de la nourriture, donnez-moi de l'amour, donnez-moi de la joie. » Vous n'êtes pas venu en pensant que vous êtes un échec, en remontant à la cause profonde. Dans votre subconscient, vous observez la réalité physique autour de vous. Vous observez vos parents, peut-être se disputer, ou le père qui part à un jeune âge et ne revient jamais, par exemple, ou la mère. Et donc, vous commencez à avoir des sentiments en observant cette réalité autour de vous. Attendez, mon père est parti, ma mère est partie, donc je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez bien. S'ils étaient là, je le serais. C'est la première fois. Vos sentiments créent votre système de croyance. Ainsi, vous le façonnez par la pensée. Les pensées sont invisibles, donc elles n'existent pas. Comme où sont les pensées? Où sont-elles? Mais en fait, c'est une véritable fréquence et c'est une véritable forme. Je veux dire, je peux littéralement voir la pensée. Comme si je pouvais voir, c'est un amas d'énergie. C'est ce que c'est. Et donc, en pensant et en émettant ce cluster d'énergie, où pensez-vous qu'il va? Il ne se dissout pas simplement dans l'air autour de vous, il reste en vous, dans vos cellules. Vous versez littéralement des informations, des clusters d'énergie à l'intérieur de vos cellules. Si vous avez une prédisposition, peut-être à cause de la génétique ou autre, dans votre estomac ou dans votre foie ou dans votre cœur, c'est exactement là qu'il va. Ça va aller si c'est négatif. Si c'est négatif, oui, parce que c'est une fréquence. Donc, la cellule est censée vibrer entre 734 et 1000 Hz. Elle est censée tourner à une certaine vitesse pour maintenir la chimie, l'électricité, le fonctionnement, le bon fonctionnement, tout y est. Donc, quand vous ajoutez un autre cluster d'énergie qui a une fréquence plus basse, comme notre nourriture le dit, comme l'alcool, peu importe. Disons que ce cluster de pensée équivaut à 100 Hz. Donc maintenant, vous ajoutez à votre cellule une fréquence plus basse. Et puis, tu vas le refaire, bien sûr, parce que tu vas aller à l'école. Maintenant, tu as un nouveau système de croyance. Je suis incroyable et je suis beau, mais je ne suis aussi pas assez bien. Alors, je vais aller à l'école et je vais créer une autre expérience qui me prouve que je ne suis pas assez bien. Et tu vois, mon ami vient de me quitter. Maintenant, il n'est plus ami avec moi. Il est ami avec cet autre gars. Tu vois, je ne suis pas assez bien. Ajoute encore. Cette même fréquence encore et encore à ces cellules. Avance rapide de 20 ans. Tu es adolescent. Tu t'es convaincu que tu n'es pas assez bien. C'est tout. Tu en es sûr. Et puis, tu entres dans une relation. Essaie de trouver un emploi. Bien sûr, tu ne vas pas l'obtenir parce que tu n'es pas assez bon. Donc, pour faire court, tout cela est dans l'esprit subconscient. Restaure toutes ces informations. Maintenant, quand tu as un problème et que tu essaies de le résoudre, revenir à la programmation, en gros, tu t'es programmé à croire que tu n'es pas assez bon. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu t'es fait ça, alors tu peux te le refaire. Et donc, quand je travaille avec quelqu'un et que je vois ce blocage, cette information, je ne suis pas assez bon. Et je remonte à la toute première fois que c'est arrivé, quand ils avaient 3 ans, et que le père ou la mère a fait ça, et puis la mère est partie, et ainsi de suite. Alors, remonte à la toute première fois où tu as émis cette première pensée, ce premier système de croyance, et reprogramme-le, déprogramme-le. Donc, c'est un peu comme quand tu prends quelque chose à la racine, tu enlèves la racine, alors c'est comme un effet domino. Tout se
L'énergie ajoutée que vous avez accumulée sur la même chose commence à s'effondrer, vous voyez? Donc, c'est comme ça que vous pouvez reprogrammer très efficacement et rapidement quelque chose avec lequel vous luttez en ce moment. Donc, bien sûr, je peux voir l'énergie de l'âme. Je peux vous dire ce qui se passe. Mais quand vous faites cela vous-même, vous vous demandez, attendez, comment vais-je savoir? Est-ce à l'âge de 3 ans ou de 4 ans ou autre? Le meilleur? Je veux dire, c'est toute une méthodologie, vraiment. Mais si tu t'y mets vraiment, sérieusement, tout le monde peut le faire. Donc, en gros, choisis un sujet avec lequel tu as du mal en ce moment, pas le plus tendu, le plus important. Et quand tu commences à te calmer, fais une méditation. J'aime bien la méditation, bien sûr, que j'ai créée pour se connecter à la source, parce qu'elle te réaligne vraiment dans cette parfaite vibration et cet alignement. Vos canaux cérébraux sont parfaitement alignés. Vous entrez dans cet état et allez dans votre cœur. Quand vous dites « je lutte avec ce problème, je ne sais pas pourquoi je suis encore bloqué dans les relations », vous ressentirez des choses. Tout ce que vous faites, c'est inverser ce sentiment chaque fois que vous le ressentez. Par exemple, je ressens de la tristesse d'être encore là où j'en suis et à mon âge. D'accord. Je demande et j'ai l'intention de libérer ma tristesse et la croyance que je suis bloqué à mon âge actuel. Je libère de mes cellules, mes cellules. Si vous ne savez pas où, dites simplement chaque cellule du corps. Mais parfois, vous allez le ressentir. Parfois, vous allez le ressentir dans l'estomac, dans les épaules, voire même dans le cerveau. Si vous ne le ressentez pas, dites-le simplement. Je demande de libérer ce programme de chaque cellule de mon corps. Respirez en expirant. Imaginez ces amas sortir de vous. Vous pouvez commencer à ressentir ces choses. Vous devez vraiment vous concentrer. Vous sentez que quelque chose vous quitte. Puis, vous vous concentrez à nouveau. Que ressens-je maintenant? J'ai l'impression que personne ne m'aime, par exemple. Peu importe. Où est-ce que je le ressens? Je demande et j'ai l'intention de libérer le programme. La croyance que personne ne m'aime de chaque cellule de mon corps. Inspire, expire, expulse, expulse, expulse. Si tu fais ça, tu atteindras la cause profonde. La toute première fois. Les personnes sensibles verront en fait comme une vidéo. Elles verront tout à coup la mère un peu dans leur champ, faisant quelque chose, disant quelque chose. Cela va déclencher ce souvenir de la toute première fois. Et quand vous trouvez la toute première fois, vous dites « Je demande à libérer ce sentiment de ne pas être digne ». À l'âge de 3 ans, de chaque cellule de mon corps, de mon conscient, subconscient, mémoire cellulaire. Vous inspirez, expirez, même chose, purgez. Vous avez essentiellement maintenant défait tout ce programme. Je veux dire, bien sûr, je résume maintenant. Bien entendu. En règle générale, c'est ainsi que vous procédez pour vous reprogrammer. Eh bien, c'est fascinant. Merci beaucoup pour ce petit aperçu du processus et j'espère que cela pourra aider quelqu'un. Mais j'ai vu des choses avec des gens que je connais qui, il me semble que vous construisez votre propre réalité. Vous construisez tout ce que votre esprit construit littéralement, ce qui est devant vous et ce qui vous arrive. Donc, je l'ai observé de loin avec des amis qui juste. Je déteste où j'en suis dans la vie, je n'aime pas mon travail, et ça ne fait que s'accumuler sur eux, et s'accumuler sur eux, et s'accumuler sur eux, et je les vois lutter, et puis ils ont un accident de voiture, et ils disent, maintenant, je perds mon assurance, et maintenant je ne peux plus aller à mon travail, et je perds mon travail, et ma copine m'a quitté, et ça ne fait que s'accumuler, et s'accumuler, et s'accumuler, et s'accumuler, et cela m'est arrivé aussitôt dans ma vie. J'ai eu un moment où j'ai touché le fond. J'étais presque en faillite. C'était le plus bas que j'avais atteint dans ma vie. Jusqu'à ce que je dise simplement, c'était tellement fascinant aussi. Quand j'en suis arrivé là, j'ai littéralement crié vers Dieu. Et je n'étais pas particulièrement spirituel à ce moment-là, mais j'ai juste dit, hé, je vais signer ces papiers de faillite, et si tu ne m'aides pas, je vais les signer parce que je dois aider, je dois me protéger. Donc, je suis plus que prêt à travailler. C'est fini.
mais j'ai besoin d'aide. Et le lendemain, j'ai reçu un appel. Oui, de mon premier patron dans le métier, qui m'a dit: Hé, il y a un éditeur, ils ont besoin, là-haut, quelque part. Et je suis monté là-bas, et j'ai eu le job, et j'ai commencé à reconstruire mon crédit, à rembourser mes factures. Puis j'ai eu un autre job, donc je travaillais 2 jobs, alors qu'avant, je ne pouvais même pas me faire arrêter. Mais c'était juste un changement de mentalité. J'ai expliqué que j'avais ouvert ma propre entreprise et que ça a décollé à partir de là et je n'ai jamais regardé en arrière. Et au fait, ça n'a pas toujours été facile. Mais en général, j'allais dans la bonne direction. Quelques obstacles se sont dressés devant moi, quelques rochers sur le chemin. Mais en général, c'était des moments. Et c'est quelque chose que je pense que nous devons vraiment dire aux gens qui écoutent, que vous créez le monde autour de vous. Et je sais que c'est difficile à entendre quand vous êtes dans la merde. Quand vous êtes dans la merde, c'est comme si vous ne vouliez pas croire que c'est changer d'avis, faites ce que Caroline vient de dire et commencez à libérer beaucoup de ces programmations parce que vous êtes là à cause de votre. Et quand j'ai parlé à Bruce sur le, il disait, c'est pourquoi les riches restent riches, les pauvres restent pauvres. C'est de la programmation subconsciente. C'est pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Je ne connais même pas le pourcentage. Je pense, comme 90%, 85% des gens qui gagnent à la loterie sont soit morts en prison ou fauchés dans les 5 ans. C'est de la pure programmation de leur situation. N'est-ce pas incroyable? Oui, absolument. J'adore ce que tu viens de dire, mais c'est tellement vrai. C'est exactement ça. Quand tu es dedans, tu as tendance à dire pourquoi Dieu me fait ça, me punit, si c'est ta croyance, ou pourquoi cela m'arrive-t-il? Je n'ai rien fait, Je suis innocent. je suis innocent. Oui, pourquoi cela m'arrive-t-il? Et donc c'est très difficile, surtout si vous avez laissé les choses s'accumuler pendant si longtemps, de dire attendez une minute, je me suis fait ça à moi-même. Donc c'est vrai, c'est difficile. Mais réfléchissez à ce que vous venez de dire. Le fait que vous l'ayez fait, alors vous pourriez le refaire. Je veux dire, c'est positif. C'est un peu l'idée. Et ce que tu as fait, pourtant, ce que tu as dit, Dieu, aide-moi. J'ai juste crié. J'ai dit, Dieu, si tu ne m'aides pas, si tu ne me trouves pas un travail, je vais signer ces papiers. Je ne veux pas, mais je dois le faire. Je vais m'en sortir. Je suis prêt à payer mes dettes. Je me suis mis dans cette situation, mais aide-moi. Exactement. Donc, ce que tu as fait, c'est que tu t'es rendu à l'idée que tu contrôles, tu crées. C'était tout de l'ego ou autre. Donc, quand tu as dit, c'est presque comme si tu avais lâché prise au toi supérieur, le Alex supérieur. Je veux dire, Dieu, dans ce sens, c'est celui qui connaît la plus grande histoire. Je suis ici. Aide-moi. Et c'est ce que tu as fait. Et donc, c'est pourquoi les choses ont changé pour toi. C'est l'abandon, que ta vérité commence à partir de ta conscience supérieure. Laisse-la simplement te guider. Si vous vous permettez d'écouter, si le flux à travers le cœur, pas la pensée, pas le traitement par le cœur, alors votre vie changera, c'est certain. Pour être honnête, que s'est-il encore passé avec cette émission? J'avais peur de faire le spectacle. Je ne voulais pas perdre tout ce que j'avais fait dans mes autres spectacles. Je me disais, je ne voulais pas sortir du placard spirituel, si vous voulez. Et j'ai eu la même conversation. C'était vers fin décembre de l'année dernière et j'ai dit, d'accord Dieu, je suis à fond. Je me rends. C'est un mot vraiment clé à utiliser ici. Je me rends. Je suis entre tes mains. Je ferai le travail. Mais je vais juste arrêter dès que je l'ai dit. La porte a commencé à s'ouvrir, commence à s'ouvrir. Je fais plus de travail. Je me dis, d'accord, je suis dans le train. Je dois travailler. Et ça a juste commencé à ouvrir des portes jusqu'à aujourd'hui. C'est une ligne fine et c'est un sujet très intéressant où vous abandonnez essentiellement votre libre arbitre à la volonté de Dieu. Mais nous devons être très prudents. Car alors, dans certaines religions, certains systèmes de croyances, culture, en tout cas, c'est presque comme si cela se transformait en destin. Et donc, nous avons, où c'est comme, eh bien, Dieu veut que je fasse ceci, Dieu veut que je fasse cela. Et c'est pourquoi j'ai dit,
C'est pourquoi c'est important. Je pense la différence entre vous disant consciemment, je sais que c'est ma volonté, mais mon libre arbitre est de s'aligner avec mon contrat prénatal supérieur. Pas juste une personne qui me dit quoi faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très valorisant car c'est presque comme si vous vous abandonniez. Vous faites confiance à vous-même, à votre moi supérieur, pas à l'extérieur. C'est la différence. Et je trouve cela beau. Ce que tu as dit, quand j'y pense, si je peux utiliser une autre analogie, j'adore les analogies car je suis cinéaste, donc j'aime peindre une image. Si tu es dans un train et c'est un vieux train à charbon, tu dois continuer à mettre du charbon dans la locomotive pour qu'elle avance. La direction du train est guidée par un endroit supérieur. Mais si tu ne te lèves pas pour mettre du charbon dans la locomotive, elle n'avance pas. Vers cet endroit supérieur, où ce moi supérieur te guide, il ne te pousse pas. Ça te guide, tu dois quand même faire le travail. En d'autres termes, tu ne peux pas rester assis chez toi à regarder Netflix, manger de la pizza et t'attendre à être découvert comme chanteur, écrivain ou scientifique. Non, tu dois faire le travail, mais tu dois avoir confiance que là où tu te diriges est guidé par un endroit supérieur. Et ce serait ton moi supérieur s'alignant avec ce contrat prénatal que tu appelles, ou contrat de vie, ou peu importe comment tu veux l'appeler. Oui, j'adore ça. Et ce n'est pas seulement que tu dois faire le travail. Pour moi, le travail, c'est de poser les questions, C'est l'intention. ça. Pas tellement le travail, comme passer des appels, et aussi comment tu fais le travail. Donc, encore une fois, s'aligner avec. Toujours, chaque matin, c'est si facile. Fixe ton intention au début de la journée. C'est ce que je fais chaque jour. Je veux dire, je fais ça depuis toujours. Les gens diront, mais pourquoi tu dois continuer à dire ça? Pourquoi tu dois continuer à te protéger? Eh bien, parce que tu es dans un monde physique et tu es en interaction constante avec le monde physique. Tu dois continuer à te réinitialiser au début de chaque journée. Fixez votre intention. Mon intention est de rester sur mon chemin supérieur, de remplir ce but supérieur. Et donc, tout ce qui entre dans mon expérience, je demande d'attirer ces expériences, ces ressources, ces informations vers moi, uniquement celles qui sont alignées avec mon chemin supérieur. Lâcher tout le reste, c'est tellement important, tellement, tellement important pour que je puisse ensuite vaquer à mes occupations. Je sais que la réponse que je donne à n'importe quel email est la bonne et ceux qui sont tombés dans l'oubli ne le sont pas. Vous voyez? C'est pourquoi la manière dont nous faisons le travail est aussi très importante. Je ne vais pas appeler ce type juste parce qu'il est quelqu'un dans un studio ou autre. Je ne vais pas sortir avec ce type juste parce qu'il peut me décrocher un rôle dans un film. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas juste faire. C'est comment je fais qui est très important. C'est une distinction vraiment importante. Je suis content que tu l'aies dit, car tu as raison. Les gens pourraient mal interpréter et se dire, bon, d'accord, je vais faire ceci ou cela. Non. C'est aussi la manière dont tu le fais, maintenant. Je vous ai entendu parler des empreintes d'énergie positive et négative, ce que j'ai trouvé fascinant, surtout dans votre film Superhuman, que nous avons tous un peu. J'adore toujours dire aux gens, avez-vous déjà rencontré quelqu'un après qui vous avez l'impression de devoir prendre une douche? Tu te sens sale après avoir croisé quelqu'un? J'ai quelqu'un avec qui tu pourrais parler si besoin. Dans ma famille élargie, qui dans les rares occasions où je les vois tous les quelques ans. Ils ne m'ont jamais rien fait, de toute ma vie, jamais. Mais leur énergie est tellement toxique pour moi que je peux à peine les supporter. Et encore, ils ne m'ont jamais dit un mot négatif. Ils n'ont jamais fait une action négative envers moi. C'est juste une chose bizarre, bizarre. Et vous rencontrez des gens comme ça. Et puis de l'autre côté, vous rencontrez aussi des gens qui sont comme oh mon Dieu, où étais-tu toute ma vie? Je me connecte complètement avec toi. J'ai l'impression de te connaître depuis des millions d'années. Et même si vous n'avez pas cette relation, vous pouvez ressentir des énergies positives, comme lorsque j'ai parlé à des maîtres spirituels dans l'émission. Même via Zoom, tu ressens quelque chose, tu ressens leur présence. Et j'ai été en présence de personnes comme ça dans la vraie vie, et il y a quelque chose chez eux, il y a une énergie chez eux. Alors,
Peux-tu parler un peu de l'empreinte énergétique et du pouvoir qu'elle a sur nous? Oui, exactement ce que nous disions plus tôt. Quand vous émettez ces pensées, ce ne sont pas des choses invisibles, ce sont des fréquences. Ce sont en fait des amas d'énergie qui restent dans votre corps et dans votre énergie. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a accumulé des systèmes de croyances et des amas de pensées, vous portez littéralement toutes ces informations dans votre corps et dans votre énergie. Donc c'est tout, je ne suis pas assez bien. C'est à propos de la compétition, c'est à propos du contrôle ou quoi que ce soit, ou je suis une personne abîmée ou je me déteste. Vous voyez? Et donc, quand vous entrez en contact avec cette personne, même si elle peut dire «Oh, tu m'as manqué, je t'aime», mais vous pouvez sentir parce que vous avez aussi une énergie. Et donc, les deux énergies interagissent spontanément parce que c'est ce que fait l'énergie. Donc, vous ressentez la véritable énergie derrière ce qu'ils disent. Et parce que cette énergie, encore une fois, c'est une question de fréquence. Vous êtes censé vibrer à 734 et plus. Et toutes ces informations qu'ils vous apportent sont autour de 100, 150. C'est presque comme si ça te ramenait à ce niveau. Et tu te dis, oh mon Dieu, je suis épuisée. Je me sens vraiment mal à cause de ça. Et est-ce la raison pour laquelle, historiquement, quand vous entendez des histoires de ces yogis qui sont dans un ashram quelque part en Inde et leurs disciples, comme si vous marchez à moins de 30 pieds d'eux, vous ressentez ce sentiment de béatitude et vous vous dites: «Je ne veux jamais partir». Ils se nourrissent littéralement de leur énergie positive, de ce qu'ils sont capables de faire. Je veux dire, et cela est documenté depuis des milliers d'années par différents yogis et maîtres spirituels. Est-ce que c'est essentiellement l'opposé de cela? Exactement ce que tu disais. Aussi, tu peux même le ressentir via Zoom. Donc, c'est non local. Tu n'as pas besoin de marcher à moins de 3 mètres de cette personne si tu te permets de ressentir parce que c'est non local. Il n'y a pas de notion de temps ou d'espace quand on parle de conscience, car encore une fois, c'est la substance fondamentale, c'est partout et ça nous connecte tous. Donc, si tu es ouvert à la conversation avec moi, alors tu es ouvert à mon énergie dans son ensemble et tu peux la ressentir dans ton champ. En fait, c'est comme ça que je fais ces séances de guérison. Je veux dire, j'ai des séances enregistrées d'il y a 10 ans et les gens les font maintenant et ils obtiennent la même expérience. Comment ça marche? Même si j'ai mis mon empreinte, mon énergie. Dans cette séance il y a 10 ans, mais quand vous la découvrez 10 ans plus tard, ce n'est pas les mots qui comptent, c'est l'énergie, la conscience derrière les mots qui y sont imprimés. C'est tellement incroyable, c'est incroyable. Et c'est tellement important de vivre à ce niveau de conscience. C'est en fait très simple. Vous n'avez même pas besoin de rencontrer une personne qui vous déprime. Vous entrez dans un magasin, je veux dire, entrez dans un Best Buy avec tout le... Je ne dis pas que c'est un mauvais magasin, mais nous en parlions. Non, il y a des trucs partout, des appareils électroniques. Oui, et c'est pareil avec les villes. Bonjour. On parle de certaines villes, certains quartiers. Tu y vas, tu es, en gros, un diffuseur et un récepteur radio. Donc, tu reçois spontanément tous ces amas d'informations, toute cette énergie qui se déverse dans ton énergie et c'est toute une fréquence. Ça te déprime, ça s'accroche à toi et puis tu rentres chez toi et tu te sens horrible. Alors, pensez-y. Donc, je fais ce que j'appelle énergétique. Oh mon Dieu, comme pour évacuer toute l'énergie que vous avez accumulée ce jour-là, que vous en soyez conscient ou non. Faites-le simplement. Alors, vous pouvez visualiser une lumière blanche éclatante, pure comme une douche. Vous prenez une douche, mais c'est énergétique. Cette lumière blanche pure a la capacité de chasser tout ce que vous avez accumulé ce jour-là, qui a une vibration très basse et qui n'est pas alignée avec vous. Et vous la faites passer très, très lentement à travers votre corps, de la tête au cerveau, à la gorge, au bras, et vous imaginez que vous chassez tout cela par vos pieds. Et c'est parti.
Si vous faisiez cela pendant 5 minutes, juste 5 minutes à la fin de la journée avant de vous coucher et puis le matin pour vous préparer pour apporter ce bouclier que vous voulez émettre aux choses simples, qui peuvent faire beaucoup. Je ne sais pas si tu es déjà allé à Hawaï, mais je me souviens juste d'être descendu de l'avion à Maui et d'avoir été frappé par ce mur de détente. Je me suis juste dit: «Oh, je ne peux pas», et je venais de là et tu te dis: «Tu ne peux pas bouger vite», du moins à Maui. Je ne suis pas sûr pour Honolulu, mais à Maui, tu ressens juste ce mur de détente. Et puis tu vas à New York, tu vas à Manhattan et tu te dis, et tu es littéralement soulevé du sol par l'énergie. Je me souviens de m'être réveillé et d'être allé chercher un café à 6h30, et on aurait dit qu'il était midi. Tout le monde était dehors, les voitures roulaient. C'est littéralement une ville qui ne dort jamais. Elle est toujours en mouvement. Cette énergie était là et on pouvait littéralement la sentir. Donc, les lieux ont des énergies aussi et c'est fascinant. C'est pourquoi quand on arrive dans un endroit comme Maui, on se détend. Ou les Caraïbes, ou l'un de ces endroits, c'est juste tout le monde qui y vit. C'est juste relax. Oui, je ressens ça à Palm Springs, comme quand j'y arrive. Je veux juste ralentir et ne rien faire. Oui, je veux dire, nous en parlons parce que c'est notre quotidien et c'est tellement important. C'est une façon pour vous de vous rappeler que vous émettez et que vous recevez dans votre être toute cette énergie externe, et cela vous change. C'est pourquoi, tout comme vous vous brossez les dents chaque jour, tout comme vous prenez une douche chaque jour, c'est un nettoyage énergétique. 5 minutes pour vous réinitialiser. Attendez 1 minute. Pourquoi suis-je décalé? Qu'est-ce que je ressens? D'accord, tu n'as pas besoin de faire une séance complète. Juste en y pensant, en ayant l'intention que cela se produise pour évacuer ce que c'est, tu reviens à ce point zéro et tu commences ta journée. Il y avait une autre chose que tu as faite dans ton film Superhuman qui me fascine, et il y a tellement de science derrière ça que c'est effrayant. La vision à distance. Le pouvoir de la vision à distance. Pouvez-vous expliquer au public ce qu'est la vision à distance? Ensuite, nous allons plonger un peu dans les détails de ce que c'est, la science derrière, les agences gouvernementales et tout ce que la vision à distance fait et continue de faire à ce jour. La vision à distance est la capacité de voir, à distance, de capter des informations, à distance, donc je peux voir, disons, ce que vous faites, votre maison, même si je n'y suis pas, par exemple. Ça fait peur, mais c'est possible dans les années 80, en pleine guerre froide. Les Russes expérimentaient cela et ils ont commencé à avoir du succès. Alors ils formaient des soldats pour essentiellement nous espionner aux États-Unis. Et bien sûr, nous l'avons découvert et nous avons dit attendez 1 minute, attendez 1 minute. Nous devrions faire ça, pas seulement les Russes. Donc il y avait tout un programme en fait dans le gouvernement qui a été créé, appelé le programme Stargate, essentiellement pour former des soldats à espionner les Russes. Et ils ont en fait réussi beaucoup de fois. Ils voulaient, en gros, bien sûr, c'était pour des fins militaires, donc pour découvrir où se trouvaient les bases militaires. Mais parfois, c'était pour capter vraiment l'intelligence comme des informations quand ils allaient planifier quelque chose ou faire quelque chose. Et ces informations étaient apportées à certains des dirigeants au Congrès et même à Jimmy Carter à l'époque parce que cela influençait la prise de décision en raison de la précision de ses prédictions. Donc il y a certainement quelque chose de réel à ce sujet et je sais que je suis l'une des nombreuses personnes qui peuvent faire cela. Ce n'est donc pas une question d'espionner les gens, mais de recueillir les informations qui vous sont utiles. D'ailleurs, vous pouvez aussi vous protéger. Donc, si vous ne voulez pas que quelqu'un vous espionne. Donc, il ne s'agit pas d'espionner votre petit ami pour voir s'il est fidèle. Et à ce propos, en parlant intentionnellement, une fois de plus, pour être intentionnel,
Si vous avez fixé votre intention d'être ici pour le plus grand bien et pour un but supérieur, vous ne pourrez même pas capter des informations futiles comme ça. Vous savez ce que ce serait? Vous pourriez l'utiliser. Par exemple, je sais que je prévois un voyage. Est-ce que ça va être sûr pour moi ou est-ce que ça va être amusant pour moi? Pas parce que je suis allée à Maui parfois et ce n'était pas un super voyage et d'autres fois c'était un voyage incroyable. Alors, quelle est la différence? C'est le même endroit, c'est l'énergie, c'est le moment, ce sont les circonstances. Il y a toutes sortes de choses qui pourraient arriver, qui pourraient interférer avec votre expérience. Donc, vous pouvez utiliser ces types de capacités pour un peu sentir. Comment va être votre expérience, par exemple, travailler avec quelqu'un, signer un nouveau contrat avec quelqu'un? Je veux dire, des outils très précieux. Et j'ai entendu parler de gens qui font de la vision à distance, non seulement actuellement, mais aussi dans le passé et vers le futur. Il y a eu de la vision à distance pour trouver des sites archéologiques que personne ne pouvait trouver, même en Égypte. J'ai eu un scientifique qui a travaillé avec la vision à distance, je pense que son nom de famille est Schwartz, et il est allé à la Société d'archéologie égyptienne et a dit: «Nous allons faire ça». Ils ont dit: «Vous êtes fous». J'ai dit: «Nous allons tester ça». Et ils sont allés au milieu du désert, quelque part à moins de 2 pieds, ont trouvé quelque chose qu'ils cherchaient depuis toujours. Et ils ont dit: «Tout ce dont vous avez besoin, monsieur, vous pouvez l'avoir. Allez là-bas et remontez dans le passé pour voir ce qui se passe, mais aussi aller dans le futur». Quelle est votre expérience à ce sujet? Oui, donc encore une fois, nous parlons de la conscience qui est non locale. Et donc, il n'y a pas de temps ni d'espace. Il n'y a pas d'avant ni d'après. Ça simplement est. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous pouvez aussi aller à différents endroits. Vous pourriez aller sur la Lune, voir la Lune à distance, par exemple. Mais en termes de temps, vous pouvez revenir à une expérience qui s'est déjà produite. Mais en termes de futur, cela dépend de combien de momentum a été accumulé autour d'un événement particulier. Donc, par exemple, disons que je veux regarder une chose. Disons, est-ce que je vais me marier et avoir des enfants, par exemple? Je veux dire, ça peut sembler bête, mais même à plus grande échelle, est-ce que ça va arriver? Donc, ça dépend d'où j'en suis. Si j'ai 14 ans en ce moment ou 17 ou quelque chose comme ça, je ne verrai peut-être rien. Parce que techniquement, je suis censée rencontrer la personne ou peu importe tard dans ma vie, par exemple. Donc, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas accumulé assez de momentum pour voir le résultat final. Clairement, je verrai une probabilité, une possibilité, mais je verrai aussi parce que, en parlant de sortir du chemin, il y a tellement de variations possibles que tu pourrais sortir du chemin avant que cette chose n'arrive, tu vois. C'est pourquoi une prédiction précise est impossible, sans assez de momentum. Mais si je suis presque 3 ans avant de rencontrer la personne ou quoi que ce soit, j'ai déjà accumulé, je suis déjà sur le chemin qui est censé m'y mener. Il y a très peu de probabilité que je change de cap à ce stade. Donc, je pourrais voir très précisément cette prédiction. Cela a parfaitement du sens. Donc, en d'autres termes, comme s'il y avait une attaque terroriste ou une guerre mondiale ou quelque chose comme ça, des choses ont été mises en mouvement, ce qui rend probable que cela va se produire parce qu'il y a tellement de choses qui se passent donc pour un événement mondial, disons comme la Seconde Guerre mondiale, il y avait trop de choses en mouvement. Donc, cela va se produire. On pourrait dire en quelque sorte que c'est une question difficile que je vais vous poser ici parce que pendant que nous parlons, c'est intéressant, vous dites que la conscience est non locale. Donc, entre guillemets, dans 50 ans, il y a déjà des probabilités de ce qui va se passer, dans 50 ans, dans 100 ans, Ça dépend de la région. mais oui, en général. Donc, sommes-nous en ce moment sur l'aiguille dans le disque de la conscience, c'est-à-dire que c'est l'aiguille, c'est ce qui enregistre ou rejoue à ce moment précis. Y a-t-il une aiguille devant nous? Je veux dire,
Je sais qu'il y avait une aiguille derrière nous, mais encore une fois, nous entrons dans le passé et le futur. Mais est-ce que c'est l'aiguille ou allons-nous entrer dans le multivers? Oui, mais tu parles de savoir si on va y arriver ou pas? Eh bien non, pas ça, mais je veux dire, est-ce que c'est l'aiguille sur le disque? Donc, sommes-nous l'aiguille du disque? Y a-t-il une autre aiguille devant nous? Ce qui signifie que y a-t-il une autre réalité devant nous qui joue en avance? Ou sommes-nous ceux qui sont comme c'est le spectacle? Le spectacle est ici et il y a des probabilités pour le reste du spectacle et le spectacle est déjà. C'est derrière nous. Donc, il y a des chansons qui ont joué derrière nous. Il y a probablement des chansons qui vont jouer devant nous, mais nous sommes l'aiguille sur le disque. Est-ce que ça a du sens? Oui, ou une chronologie si tu veux. J'utilise un disque en fait. Oui? D'accord. Donc, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule aiguille ou une seule chronologie, mais plusieurs chronologies. Oui, plusieurs chronologies se déroulent en même temps. Cependant, il y en a deux principales. L'une qui mène la Terre à la prospérité. Bien sûr, nous ne pouvons pas le voir maintenant car vous pouvez regarder autour. Allume juste les infos. Mais ce chemin et cette trajectoire sont déjà tracés. Et en fait, croyez-le ou non, nous avons déjà pris le virage. Nous avons pris le virage dans cette direction. Cependant, il y a d'autres trajectoires potentielles qui sont aussi en parallèle et qui coexistent également. Mais elles ont une dynamique différente. Elles ont une dynamique différente. Certaines ne sont pas assez fortes pour se manifester et d'autres sont un peu plus fortes. L'idée est, sur quelle ligne temporelle êtes-vous? C'est le carrefour où nous sommes en ce moment. Donc, je pense que nous avons déjà pris le virage. Vous vous souvenez, comme tout le truc de 2012, où allons-nous y arriver? Nous n'allons pas atteindre la fin. C'était en 2001. Nous avons acheté 2 cas et ensuite en 2012, suivi de 2016 je pense, c'était une autre époque. Nous avons déjà dépassé cela. Nous avons déjà fait le choix, en fait, assez récemment, je dirais probablement depuis 2020. C'était le tournant pour moi. Je pense, c'est mon avis personnel, que cette nouvelle trajectoire vers la prospérité, je veux dire, en gros, survivre à tout ça, est la plus forte. Nous ne pouvons pas le voir en ce moment. Nous ne pouvons pas le voir parce que nous venons juste de faire le virage. Vous êtes dans le virage, donc vous ne pouvez pas vraiment voir la fin de la nouvelle route, si vous voulez. Alors que les autres, je pense que l'un d'eux, qui est l'autodestruction, pour moi, c'est le plus faible, même si la réalité extérieure, vous pensez que c'est ça. Nous nous autodétruisons entre le réchauffement climatique et regarder la criminalité et la haine et ceci et cela. C'est horrible. C'est probablement ce qui se passe. Je ne crois pas que nous sommes à l'extérieur. C'est comme ça que ça semble. Et puis, il y a une autre trajectoire qui est un peu entre les deux, où, en gros, cela se déplace hors de la planète. Cela ne signifie pas que la planète se détruit, mais elle continue en quelque sorte aux deux endroits. C'est un autre élan qui est aussi en train de se créer. Donc, je ne sais pas si c'était ça. Est-ce que c'était ta question? Oui, c'est ça. Encore une fois, pas de questions faciles ici dans l'émission. Quand on a quelqu'un comme vous, J'adore ça. je vais vous poser quelques questions. Je les pose à tous mes invités. Quelle est votre définition de vivre une bonne vie? Être vraiment soi-même. Quelle est votre vision de Dieu? Être vraiment soi-même. C'est la définition de Dieu. D'accord. Et quand je dis qui vous êtes vraiment, ce n'est pas juste être vous-même en société. Non, je parle d'être votre véritable essence divine et originelle. Quel est le sens ultime et la finalité de la vie? Être vraiment soi-même. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous, votre travail et regarder vos films? Donc, pour le travail sur la conscience, allez simplement sur carolinecory.com. Pour le film dont nous avons parlé, Superhuman, allez sur superhumanfilm.com. Et pour d'autres films, mon dernier film est aussi très fascinant. Je pense que c'est A Tear in the Sky. Le sujet est légèrement différent, mais intègre la science. Et bien sûr,
Juste pour mentionner rapidement, nous pensons avoir trouvé un trou de verre. Nous avons enregistré un trou de verre. Donc, juste pour info, c'est super fascinant. C'est pourquoi j'ai lancé l'émission pour des conversations profondes et fascinantes sur tous les aspects de la réalité, de la spiritualité, de qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici. Ce sont d'immenses questions dont nous pourrions parler éternellement. Merci d'être venu à l'émission. C'était une conversation merveilleuse. J'espère que cela a aidé quelques auditeurs aujourd'hui. Donc je te remercie, ma chère. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et j'apprécie vraiment que vous posiez ces questions car ce sont les questions que nous devrions poser. Nous devrions en parler à ce niveau. Je suis donc très reconnaissant envers vous. Merci beaucoup. Et vous aussi, continuez ce travail. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner.